Toi qui as justement beaucoup travaillé sur le sujet, notamment avec le CK, quel est toi ton sentiment sur ces outils? Comment ça fonctionne et quelles sont les limites justement d'un tel outil? Je pense que les études les plus intéressantes sur la culture de sécurité, ce sont des études mixtes qui sont à la fois quantitatives et qualitatives. Alors évidemment, le chantier n'est pas le même, la faisabilité et l'acceptabilité n'est pas la même non plus. Donc par facilité, ce qui est le plus fait effectivement, c'est des approches plutôt quantitatives avec des questionnaires qu'on distribue à l'ensemble des professionnels d'une unité de soins, d'un établissement, d'un site, et ça permet en peu de temps de recueillir pas mal d'informations et qui peuvent être utilisées pour analyser les différentes dimensions de la culture de sécurité. Alors en fait, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle les perceptions. Donc, on qualifie ça plutôt que de culture d'ailleurs, de climat de sécurité. Ça, c'est un peu de la sémantique. Mais il y a une autre approche qui est très intéressante, c'est les approches qualitatives, et elles qui sont basées sur l'observation et des entretiens aussi, qui se font dans les unités de soins. Alors ça demande souvent la présence aussi de professionnels particuliers qu'on n'a pas toujours dans nos équipes. C'est souvent des anthropologues, des sociologues, des psychologues. Ça demande un peu plus de disponibilité. Souvent les entretiens, par exemple, c'est 1 heure. Les observations, c'est souvent 1 journée. Nous, c'est ce qu'on a fait en particulier pour étudier le rôle des managers, en particulier leur soutien pour justement développer cette culture de sécurité. Voilà. Alors les études mixtes qui associent du quantitatif et du qualitatif, ça c'est la Rolls-Royce, je dirais, mais de façon générale, en médecine, il y a très peu d'études mixtes, parce que c'est beaucoup plus lourd et ça demande beaucoup plus de compétences aussi. Ouais. On le voit déjà sur les études quantitatives, c'est la grande difficulté, c'est l'acceptabilité par les professionnels de remplir un tel questionnaire. Tout le monde ne le remplit pas. Le taux de participation est très important parce que sinon, c'est pas forcément représentatif de la culture de sécurité du service ou de l'établissement. Et ce qui fait qu'en général, la même semaine où on lance ce type d'enquête, il peut y avoir d'autres enquêtes. Donc voilà, il y a une méfiance aussi vis-à-vis des enquêtes, je pense, dans les établissements, parce que les collègues, ça leur prend du temps, ils n'ont pas toujours les résultats. Parfois, les résultats sont remis assez longtemps après la collecte des données. Parfois, c'est même pas la même équipe. Des fois, il y a eu tellement de changements dans l'équipe. Donc, il faut être assez réactif. Il faut un taux de participation dans les enquêtes sur le climat de sécurité. On considère qu'à partir de 60%, c'est un bon taux de participation. Mais c'est pas facile à atteindre. Il faut surtout que ce soit représentatif aussi de toutes les catégories professionnelles. Moi, je suis médecin et les médecins, on n'est pas les plus performants pour répondre à ces enquêtes. On est plutôt frileux et puis on participe à tellement d'enquêtes là aussi. Quel conseil tu pourrais donner? Moi, je crois qu'il faut insister d'abord sur l'intérêt de ce type d'enquête, montrer aussi que la charge de travail, effectivement, ça prend un peu de temps, mais il faut pas le sous-estimer parce que sinon ça peut énerver, mais en général, il faut 15 à 20 minutes, pas plus. Après, effectivement, on voit bien que beaucoup d'équipes, beaucoup de professionnels sont débordés. Voilà, il faut faire ça au calme et puis c'est un questionnaire individuel, donc il ne s'agit pas de le faire en équipe ou à plusieurs. Et les items, il y a plusieurs dizaines d'items, mais c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, pas besoin de réfléchir 15 minutes ou 3 minutes même sur chaque item. Après, ce qui inquiète un peu les collègues aussi, c'est qu'il y a une partie sur leurs caractéristiques individuelles. Donc, on demande la profession, donc c'est anonyme, ces questionnaires, donc ça, je dirais, ça rassure quelque part. Mais c'est vrai que s'il y a un seul médecin dans le service, s'il met que sa catégorie professionnelle, c'est médecin, voilà, ça devient presque du nominatif. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus des items, il y a aussi la possibilité de faire des commentaires. Voilà, parce que des fois, ça n'aborde pas certains sujets qui paraissent importants pour les professionnels. Puis après, je pense qu'aussi, le questionnaire en lui-même n'est pas une finalité. Je dirais ce qui est très important, c'est surtout discuter des résultats. Et souvent, la discussion sur les résultats, lorsqu'on fait la restitution de ces résultats, c'est beaucoup plus riche que ce qu'il y a dans les questionnaires.
Et puis surtout, on a d'autres informations qui permettent d'expliquer pourquoi on a répondu que on est peu soutenu, par exemple, par hiérarchique, ou au contraire, on est très soutenu, qu'on est un peu frileux pour le signalement, par exemple. Donc, on peut avoir des explications qui nous permettent de comprendre aussi pourquoi on a répondu de telle façon à tel item ou à telle dimension du questionnaire. Et je pense aussi qu'il faut que les managers soient présents. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire le chef de pôle, le cadre supérieur de pôle, bien sûr le chef de service, le cadre de santé, non, parce qu'il y a des aspects de management qui figurent dans le questionnaire. On demande en particulier aux professionnels s'ils se sentent soutenus par leur supérieur hiérarchique immédiat, mais aussi par les top managers, c'est-à-dire les directeurs, président de CME aussi, qui a un rôle très très important. Je pense que la restitution, c'est un espace de discussion. Bien sûr, on s'appuie sur les résultats du questionnaire, mais pas que. Ouais, on va avoir beaucoup plus d'informations. Et puis surtout, on va discuter aussi sur les améliorations possibles. Je dirais, les résultats ne sont pas une finalité. C'est derrière qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va pouvoir développer cette culture de sécurité. Comment effectivement on arrive à convaincre les managers d'abord de laisser faire cette étude, parce qu'on voit bien que on a un certain nombre d'enquêtes qui ont du mal aussi à être réalisées parce qu'on a aussi un blocage de la part d'une direction qui peut-être peut se sentir en difficulté ou en tout cas avoir peur d'être critiquée parce qu'il y a effectivement des questions directement sur leur mode de management. Oui, alors en général c'est assez favorable dans la restitution des résultats, ce qui va être dit par les professionnels sur le soutien des managers de proximité. C'est beaucoup moins favorable en général sur les top managers qui ne sont pas toujours très présents dans les services. D'ailleurs, une des actions pour développer la culture de sécurité qui a montré son efficacité, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs d'actions qui ont montré une efficacité sur l'amélioration du climat de sécurité ou de la culture de sécurité, ce sont vraiment les rencontres de sécurité, c'est-à-dire où le directeur, le président de CME et d'autres personnes du top management vont se déplacer dans les services pour discuter avec les professionnels et les managers de proximité sur la sécurité des soins en particulier et la sécurité en général et comment on peut l'améliorer. Donc je crois que c'est très très important, cette implication des managers, y compris lorsqu'on lance l'enquête, donc pour essayer de motiver les équipes et voilà, en sachant que le concept de culture de sécurité, c'est pas évident pour les professionnels. La définition n'est pas toujours connue ou mal appréhendée. On se méfie un petit peu plus et puis on a l'impression que c'est pas très opérationnel. La culture, on se dit, c'est pas quelque chose de palpable, comme d'autres éléments qu'on va travailler sur la sécurité qui sont plus évidents. Ces études, elles doivent pas rester dans un placard. Comment on peut donner quelques conseils sur justement le plan d'action derrière? Le plan d'action, je pense qu'il doit être discuté à l'issue de la restitution des résultats, bien sûr avec les professionnels, parce que je pense qu'ils s'impliqueront davantage que si c'est imposé par les managers. Voilà, donc après ça dépend aussi des priorités institutionnelles, donc ça se place aussi dans un contexte aussi politique de l'établissement. Je pense qu'il faut très très peu d'actions et surtout il faut s'appuyer sur la littérature pour voir quelles sont les actions efficaces. Donc actuellement il y a une action principale qui a été démontrée très efficace, c'est les rencontres de sécurité, donc ces échanges réguliers. Alors c'est un peu ça la difficulté, parce que si on le fait une fois tous les 5 ans, à mon avis, c'est pas suffisant. C'est vrai que si on est dans un gros centre hospitalier ou dans un gros établissement de santé en général, ça va être compliqué, voilà, pour la direction, parce que là, c'est les top managers qui se déplacent dans les unités de soins, ça va les occuper pas mal. Donc, jusqu'à présent, il n'y en avait pas beaucoup, donc l'idée, c'est d'essayer de développer ça. Alors, dans le milieu industriel, ça se fait, régulièrement, les directeurs vont dans les ateliers, voir les professionnels au plus près du terrain. Je crois que ce type d'action, alors c'est pas le seul type d'action, par exemple, on voit bien qu'il y a un problème sur le signalement des événements indésirables, qui est une des dimensions de ces évaluations de la culture de sécurité. Là, par exemple, ça peut être la mise en place d'une charte d'incitation au signalement, de promouvoir une culture juste lorsque surviennent des événements indésirables. Et je pense que là, c'est un type d'action
qui peut être intéressant si on voit que dans les résultats du climat de sécurité, hein, puisque c'est surtout ça qu'on mesure, hein, donc c'est-à-dire les perceptions et les croyances, hein, plus que ce que font les gens. On peut le faire aussi, mais ça demande des observations, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et je pense qu'en fonction des résultats, évidemment, toutes les équipes ne vont pas mettre en place le même type d'action. Vous avez, avec la FORAP, fait une évaluation interrégionale. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous parler de cette évaluation et des résultats qui en sont sortis? Au total, c'est 166 établissements de santé qui ont participé, donc c'est pas rien. Hein, donc voilà, ça a été un gros chantier de la FORAP, et on voit qu'on a réussi à mobiliser quand même beaucoup d'établissements et de services, et au total c'est quand même plus de 11 000 répondants, exactement 11 418. Un des premiers résultats qui est intéressant, c'est que quand on pose la question quel est le niveau de sécurité perçu par les professionnels, hein, donc de santé, en fait on s'aperçoit que le niveau de sécurité perçu est plutôt excellent, dans 42% des réponses, et qu'on le considère comme acceptable dans 46% des réponses. Donc ça veut dire qu'avec ces résultats-là, ça ne pousse pas tellement à s'améliorer. Si on considère que tout va bien, là je caricature un petit peu, on peut se dire je ne vois pas trop l'intérêt de faire des efforts supplémentaires. Donc en fait il y a deux indicateurs dans ces enquêtes. Donc là je viens de citer le premier qui est le niveau de sécurité perçu. Le second c'est le nombre de fiches d'événements indésirables qui ont été réalisées par les professionnels de santé dans les 12 derniers mois. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a un tiers des professionnels qui déclarent n'avoir fait aucun signalement. Donc on voit bien il y en a quelques-uns qui en font, parfois plusieurs dans l'année, et puis il y a quand même encore une grosse partie des professionnels qui restent à mobiliser. Alors après, les bonnes nouvelles, c'est que le travail d'équipe, c'est une dimension développée. Donc, c'est ce qu'on essaye de travailler au niveau national depuis quand même plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, donc, en particulier avec le CRM, le Crew Resource Management, qui est un outil qui nous vient de l'aviation. Les attentes et les actions des supérieurs hiérarchiques, tout à l'heure je l'ai évoqué, là aussi, c'est une dimension développée. À l'inverse, on a quand même quelques dimensions, évidemment, qui restent à améliorer de façon assez urgente. C'est la réponse non punitive à l'erreur, hein, donc ça explique aussi les résultats sur le signalement. Donc les gens ont peur d'être punis, même si quand on en discute au sein des établissements, on s'aperçoit que très peu de professionnels sont punis, ils sont réellement punis. Mais il y a quand même cette crainte, malgré les chartes d'incitation au signalement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la culture juste. Donc ça, je pense que c'est un problème et peut-être un futur chantier à ouvrir. Et puis aussi les ressources humaines pour la sécurité. Hein. Donc là, on en parle beaucoup avec le Covid, mais je pense que c'est pas qu'avec le Covid, malheureusement, on sait qu'on a des gros soucis en termes de ressources humaines, ce qui nous met en difficulté. Et puis il y a le travail d'équipe entre les services. Donc si le travail d'équipe dans le service, c'est plutôt favorable, le travail d'équipe entre les services, et parfois même avec des conflits, hein, donc qui ne sont pas favorables bien sûr pour la sécurité des soins. Hein. Parfois, ça nécessite, par exemple, l'intervention de médiateurs pour essayer de faire que ça fonctionne un petit peu mieux entre 2 ou 3 services. Et c'est difficile de ne pas travailler avec les autres services dans un établissement de santé, bien sûr. Alors, voici quelques résultats. Je pense que j'ai pas trop le temps d'en donner d'autres, mais non, mais c'est voilà les principaux. C'est bien parce qu'effectivement, et puis ça va aller vraiment dans le sens effectivement du débat.